On dit qu'une vie peut basculer en un instant. Pour moi, ce ne fut pas un instant, mais le silence assourdissant au bout d'une ligne téléphonique, un silence qui a anéanti la promesse d'une journée ensoleillée et l'a remplacée par une obscurité que je ne soupçonnais pas. Mais avant le silence, il y eut le soleil. Ce matin-là, un mardi je crois, j'ai quitté notre appartement avec un retard inhabituel. Le réveil n'avait pas sonné, ou peut-être l'avais-je éteint dans un demi-sommeil, rêvant d'une minute supplémentaire de quiétude. Le petit déjeuner fut une pensée fugace, sacrifiée sur l'autel de la précipitation. Mes cheveux, à peine disciplinés par quelques coups de brosse hâtifs, formaient une aura de rébellion autour de mon visage. J'avais même oublié le parapluie, mon fidèle compagnon de Portland, celui que je laissais toujours en sentinelle près de la porte. Mais rien de tout cela n'avait la moindre importance. À l'instant où j'ai franchi le seuil, je me suis immobilisée, contrainte de prendre une profonde inspiration. L'air était d'une pureté cristalline, vif et porteur d'une promesse. Pour la première fois depuis des semaines, le soleil printanier, audacieux et triomphant, avait percé la couverture nuageuse tenace qui pesait sur la ville comme un linceul humide. Une chaleur douce s'est posée sur mes épaules, non pas la chaleur accablante de l'été qui vous oppresse, mais une caresse délicate qui murmurait que peut-être, juste peut-être, cette journée ne serait pas si terrible après tout. J'ai vivement accéléré le pas, mon sac à main fermement serré contre mon flanc, un geste presque superstitieux, tout en jetant un coup d'œil anxieux à ma montre. Plus que 2 petites minutes avant le début de mon service à la pharmacie. Heureusement, mon lieu de travail n'était qu'à quelques pâtés de maison. Un havre de paix et d'ordre niché entre une boulangerie exhalant des parfums de cannelle et de pain chaud, et une vieille quincaillerie sentant le métal et la sciure de bois. En longeant les arbres qui bordaient Hawthorne Boulevard, j'ai remarqué de minuscules bourgeons verts, presque fluorescents, qui éclataient sur les branches encore grises de l'hiver. Les oiseaux, libérés de la torpeur, s'en donnaient à cœur joie dans un vacarme mélodieux. Des inconnus se croisaient et échangeaient des sourires, une rareté à Portland. J'avais l'impression que le monde entier, après avoir retenu son souffle pendant des mois, expirait enfin dans un soupir de soulagement collectif. « Bonjour Julia, tu es absolument radieuse aujourd'hui. » Ma collègue, Lisa, m'a accueillie avec son éternel sourire dès que j'ai poussé la porte vitrée. Voyons si les clients me laissent conserver ce teint radieux. Ai-je plaisanté, en enfilant ma blouse blanche, mon armure pour la journée. Je me suis dirigée sans attendre vers le comptoir principal pour faire face à la ruée matinale, le défilé familier des habitués du troisième âge, venant chercher leur renouvellement d'ordonnance, juste au cas où, loin de me déranger, ce rituel me rassurait. Il y avait un rythme, une prévisibilité dans ce chaos contrôlé, et la certitude réconfortante que j'aidais les gens, que mon travail avait un sens. Puis, mon téléphone a vibré dans la poche de ma blouse. Je me suis excusée auprès de Madame Henderson, qui me racontait les derniers exploits de son chat, et j'ai répondu rapidement, persuadée que c'était Mickaël qui voulait savoir si j'avais pensé à acheter du lait. Au lieu de sa voix chaleureuse, une voix masculine, grave et officielle, a retenti à mon oreille. « Bonjour, est-ce que je parle à Julia Dawson ? » ?»« Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? » ?»« Je suis Brian Simmons, je suis le superviseur de Mickaël Dawson. » Mon sourire s'est instantanément figé, puis s'est effacé. Les superviseurs n'appellent jamais pour dire bonjour. Que s'est-il passé ? Ma voix était à peine un murmure. Il y a eu un accident sur un chantier. Votre mari a été blessé. Il a été transporté à l'hôpital général de Portland. Mon cœur a cessé de battre. Le bruit de la pharmacie, le bavardage des clients, le bip des caisses, tout a disparu. Je pouvais à peine articuler. Est-il en vie ? Oui, mais vous devriez vous y rendre sans tarder. Je n'ai même pas pris la peine de raccrocher correctement. J'ai laissé tomber le téléphone sur le comptoir. Je me suis tournée vers Lisa, mes mains tremblaient de manière incontrôlable. Je dois partir, c'est Mickaël, il y a eu un accident. Elle n'a posé aucune question, son visage passant de la surprise à une compassion immédiate. Vas-y, je m'occupe de tout. Et comme ça, le soleil a disparu. Le monde s'est teinté de gris.
Le trajet jusqu'à l'hôpital général de Portland m'a semblé durer une éternité, une distorsion du temps où chaque seconde s'étirait en minutes. Je n'avais presque aucune conscience des rues qui défilaient, des feux de signalisation, des autres voitures. Mes doigts étaient mains crispés sur le volant, si forts que mes articulations étaient devenues blanches. Les mots de cet homme, Brian Simmons, tournaient en boucle dans ma tête. Votre mari a été blessé, sur un chantier. Comment? Où? Et surtout, pourquoi était-il sur un chantier? Michael était architecte. Ses journées étaient le fait de dessins, de plans, de réunions avec des clients, de batailles avec les services d'urbanisme. Il ne transportait pas de cloisons sèches, il ne montait pas sur des échafaudages. Rien de tout cela n'avait le moindre sens. Le temps que je franchisse les portes automatiques vitrées des urgences, mes poumons me brûlaient et mes jambes tremblaient comme des feuilles. À l'accueil, j'ai à peine réussi à prononcer le nom de mon mari, ma voix brisée par l'effort. Michael Dawson. Je crois qu'on vient de l'amener. L'infirmière, impassible, a tapoté sur son clavier avant de hocher la tête. Il est au bloc opératoire. L'équipe de traumatologie l'a pris en charge il y a une trentaine de minutes. Opération. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. Je me suis affaissée sur la chaise la plus proche, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mes oreilles bourdonnaient. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'entendais à peine ce qu'elle disait ensuite. Quelque chose à propos de formulaires à signer, d'attendre à l'étage. J'ai hoché la tête mécaniquement. J'ai signé là où elle me l'indiquait. J'ai suivi ses instructions aveuglément, un automate guidé par le choc. Et puis est venu le silence. Ce silence particulier et terrible des hôpitaux, un silence qui n'est pas une absence de bruit, mais une présence oppressante, où le tic-tac de l'horloge murale résonne comme un battement de tambour funèbre. Je me suis retrouvée assise, seule, dans une salle d'attente aux murs beiges et impersonnels, meublée de chaises en plastique inconfortables et d'un distributeur automatique qui ronronnait plus fort qu'il ne le devrait. Toutes les 5 minutes, je consultais mon téléphone, espérant un message qui ne viendrait pas. Toutes les 10 minutes, je me levais pour jeter un œil dans le couloir, comme si mon anxiété pouvait matérialiser un médecin. 2 heures se sont écoulées, puis 3. Une éternité. Finalement, un homme en tenue de chirurgien, l'air épuisé, les cheveux plaqués sous son calot et les yeux rougis derrière ses lunettes, s'est avancé vers moi. Madame Dawson? Je me suis levée si brusquement que j'ai failli renverser la chaise. Oui, c'est moi. Comment va-t-il? Il a survécu à l'opération, a commencé le médecin, et j'ai expiré un souffle que je ne savais pas retenir. Votre mari a subi une très grave blessure à la colonne vertébrale. Un gros bloc de matériaux de construction s'est effondré et a percuté le bas de son dos. Est-ce qu'il va s'en sortir? Ai-je demandé, ma voix tremblante. La vraie question était coincée dans ma gorge. Est-ce qu'il va remarcher? Le médecin a hésité, une pause d'une fraction de seconde qui a duré une vie. Je l'ai lu dans ses yeux avant même qu'il ne parle. Nous l'avons stabilisé. Nous avons réussi à soulager la pression sur la moelle épinière. Cette partie s'est déroulée aussi bien que nous pouvions l'espérer. Mais il est bien trop tôt pour se prononcer sur la mobilité à long terme. Il y a un risque significatif de paralysie. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je n'ai pas pleuré, pas encore. J'étais figée, pétrifiée, fixant cet homme comme s'il pouvait, si j'attendais assez longtemps, effacer ses paroles et en prononcer de nouvelles, plus douces. Il se repose maintenant, nous en saurons plus à son réveil, a-t-il ajouté avec un petit sourire qui se voulait encourageant. J'ai acquiescé, réussissant tant bien que mal à le remercier. Lorsqu'il s'est retourné et s'est éloigné dans le couloir, je me suis finalement rassise, et là, j'ai craqué. Mes mains ont couvert mon visage et les larmes, retenues si longtemps, ont coulé en un flot ininterrompu et silencieux. Ce matin ensoleillé semblait appartenir à une autre vie, à une autre personne. Ils m'ont autorisé à le voir le lendemain matin. Je n'avais pas dormi de la nuit, recroquevillée sur l'une de ces horribles chaises de la salle d'attente. J'avais la nuque raide, le dos endolori, et mon esprit était un carrousel infernal de scénarios catastrophes. Mais à l'instant où l'infirmière m'a annoncé qu'il était réveillé et avait été transféré en salle de réveil, je me suis levée d'un bond
et je l'ai suivi sans un mot. Il était dans une chambre individuelle, un espace clinique, blanc et beaucoup trop silencieux, où seuls les bips réguliers des machines brisaient avec le calme. Il était pâle, visiblement amaigri, comme si l'accident l'avait vidé de sa substance. Ses yeux se sont ouverts brusquement lorsque je me suis approchée de son lit. « Julia !» Sa voix était un filet d'air. « Je suis là !» ai-je murmuré, me précipitant à ses côtés. J'ai pris sa main, elle était froide et sans vie dans la mienne, et j'ai déposé un baiser sur son front. « Comment te sens-tu » ai-je demandé, tout en connaissant déjà la terrible réponse. Michael n'a pas répondu tout de suite. Son regard a glissé vers la couverture qui recouvrait ses jambes. Puis il a relevé les yeux vers moi, son expression voilée par une émotion que je ne parvenais pas à déchiffrer. La honte? La peur? Probablement un mélange des deux. « Je ne les sens plus », a-t-il finalement articulé. « Mes jambes, je ne sens plus rien en dessous de la taille. » Ces mots, bien que je m'y sois préparée, m'ont frappé avec la force d'un second accident. J'ai retenu mon souffle, cligné des yeux pour chasser les larmes qui menaçaient, et je me suis efforcée de garder une façade de calme. « C'est peut-être juste l'anesthésie », ai-je dit en caressant sa main du pouce. Les médecins ont dit qu'il était trop tôt pour le savoir. Tu sors à peine de chirurgie, ces choses-là prennent du temps. J'ai demandé à l'infirmière, a-t-il murmuré, le regard perdu. Elle n'a pas voulu dire grand-chose. Elle n'arrêtait pas de répéter que le médecin m'expliquerait tout plus tard. Mais je sais que quelque chose ne va vraiment pas. J'avais une envie désespérée de pleurer, de hurler, mais je ne l'ai pas fait. Je ne le pouvais pas. Je devais être forte pour nous deux. Je me suis penchée plus près et j'ai prononcé les mots que j'avais besoin qu'il entende, même si je n'étais pas encore certaine d'y croire moi-même. On va traverser ça ensemble. Tu n'es pas seule. Je ferai absolument tout ce qu'il faudra pour t'aider à remarcher, Michael, je te le promets. Il a hoché faiblement la tête, puis a refermé les yeux, épuisé. Je suis sortie dans le couloir pour passer les appels que je redoutais. Le premier était pour Nathalie, notre fille. Elle était à l'université, à près de 160 kilomètres de là, et je ne voulais pas la faire paniquer, mais elle devait savoir. Elle a pleuré doucement au téléphone, puis a immédiatement proposé de rentrer. « Non, ma chérie, reste concentrée sur tes examens, je m'en occupe, lui ai-je dit, ma voix faussement assurée pour masquer mes propres tremblements. Le deuxième appel fut infiniment plus difficile. Agnès, ma belle-mère. Dès que je lui ai expliqué ce qui s'était passé, sa voix s'est durcie, transformant l'inquiétude en une détermination glaciale. Je prends le prochain bus. Il faut que quelqu'un s'occupe de mon fils. J'ai tenté de protester, de lui dire que ce n'était pas nécessaire, mais c'était en vain. Elle arrivait. À 7 heures précises le lendemain matin, la sonnette a retenti. J'ai ouvert, encore en peignoir, les cheveux humides d'une douche à moitié terminée. Elle était là, Agnès Dawson, droite comme un i, une valise dans une main et un sac à vêtements dans l'autre, comme si elle s'enregistrait pour un séjour prolongé dans un hôtel de luxe. « J'ai pris le premier Greyhound », a-t-elle annoncé sans la moindre salutation. « Il a besoin de moi. » Avant que je puisse dire un mot, elle m'a contournée et est entrée dans l'appartement, son parfum capiteux traînant derrière elle, comme un avertissement. Elle a déposé ses bagages près du placard du couloir et a commencé à inspecter le salon avec un froncement de sourcils désapprobateur, comme si elle faisait l'inventaire de tous mes échecs conjugaux et domestiques depuis sa dernière visite. « Je prends la chambre d'amis », a-t-elle décrété. Ou plutôt, ce canapé, puisque tu n'as jamais jugé utile d'avoir un endroit convenable pour recevoir. Je me suis mordu la langue jusqu'au sang. « Je peux te préparer un café ?» Pas la peine, j'ai apporté le mien, le tien a le goût de l'eau de vaisselle. J'ai forcé un sourire, hochant la tête comme si sa présence n'était pas déjà insupportable. En milieu de matinée, j'ai appelé la pharmacie pour demander quelques jours de congé. Mon responsable s'est montré d'une compréhension touchante. Dieu merci. Je ne lui ai pas dit que la véritable raison n'était pas seulement l'état de Michael, mais la nécessité soudaine de m'occuper d'une deuxième patiente, une patiente qui n'appréciait ni le silence, ni les limites, ni moi. À l'hôpital, Agnès s'est métamorphosée. Elle est entrée dans la chambre de Michael,
tel un général inspectant ses troupes. Elle a lissé sa couverture, ajusté sa perfusion et réprimandé les infirmières pour ne pas avoir répondu assez vite à un bouton d'appel. En moins d'une heure, elle avait mémorisé les noms de tous les membres du personnel de l'étage et les aboyait comme des ordres. Ce matelas est trop ferme. Mon fils a une blessure à la colonne vertébrale, pas une coupure de papier, a-t-elle lancé à une aide-soignante médusée. J'ai essayé d'intervenir, de jouer les médiatrices, mais c'était comme essayer d'arrêter une tempête avec un balai. Chaque fois que je parlais, elle me contredisait. Chaque suggestion que je faisais, elle la reformulait plus fort, comme si c'était elle qui avait eu l'idée depuis le début. Michael était allongé là, silencieux, son regard naviguant entre nous deux, comme celui d'un spectateur lors d'un match de tennis auquel il n'a jamais voulu assister. Il n'est jamais intervenu. Peut-être n'en avait-il pas l'énergie. Ou peut-être, et c'est ce qui me faisait le plus mal, ne voulait-il pas choisir son camp. Agnès, cependant, avait déjà choisi le sien depuis longtemps, et ce n'était pas le mien. En regardant Agnès donner des ordres aux infirmières et repositionner l'oreiller de Michael pour la 3e fois en 5 minutes, j'ai senti cette vieille tension familière remonter et s'installer dans ma poitrine. Celle qui ne me quittait jamais vraiment, celle qui s'était enfouie sous des années de sourires forcés et de répliques ravalées. Ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, non, c'est un mensonge. Ça a toujours été comme ça. Dès l'instant où Michael m'a ramenée à la maison pour la rencontrer, il y a plus de 15 ans, j'ai su que je n'étais pas celle qu'elle voulait pour son fils. Je m'étais habillée avec un soin méticuleux, j'avais apporté une bouteille de bon vin et j'avais même préparé une tarte aux pommes maison, car Michael m'avait dit que sa mère adorait le fait maison. Elle n'y a même pas touché. Elle m'a toisé de la tête aux pieds et a lâché. Alors, c'est vous, la fille de petite ville avec de grands rêves. C'est bien ça? J'avais ri, mal à l'aise, pensant qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Agnès ne s'est jamais embarrassée de subtilité. À chaque dîner de famille, à chaque visite, elle trouvait de nouvelles manières, de plus en plus créatives, de me rappeler que je n'appartenais pas à leur monde. Son ton était un chef-d'œuvre d'agressivité passive, une arme plus proche du scalpel que du couteau. Précis, tranchant, laissant toujours une cicatrice invisible. Mais le pire moment est survenu une nuit, juste avant que Michael ne me demande en mariage. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis levée pour aller chercher un verre d'eau et je les ai entendus dans la cuisine. Les lumières étaient éteintes, mais leurs voix chuchotées portaient dans le silence de la maison. « Elle n'est pas la bonne, Michael, disait Agnès. Elle n'a pas assez de classe. Elle ne fait pas partie de notre cercle. Elle n'a pas fréquenté les bonnes écoles, ne connaît personne. Tu pourrais avoir tellement mieux. » « Elle est gentille, maman, avait répondu Michael, sa voix lasse. Et elle m'aime. Elle est commode, avait rétorqué Agnès. Ce n'est pas la même chose. Je suis restée figée derrière le mur du couloir, mon verre à la main, le cœur en miettes. J'aurais dû partir cette nuit-là. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'une semaine plus tard, Michael s'est agenouillé dans notre petit appartement et m'a demandé de l'épouser. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je l'aimais et que je voulais désespérément croire que l'amour suffisait. Notre mariage fut modeste mais magnifique à mes yeux. Des amis, quelques collègues et bien sûr Agnès. Elle portait une robe grise comme si elle assistait à un enterrement. Elle est restée assise, le dos raide, pendant toute la cérémonie et n'a pas esquissé un seul sourire sur les photos. Puis est venu le moment du toast. Elle s'est levée, une coupe de champagne à la main. « Julia, tu as réussi à trouver un homme merveilleux. Il est loyal, travailleur et bien plus généreux que la plupart des gens. Et à toi, Michael, mon chéri, j'ai toujours espéré que tu finirais avec quelqu'un d'extraordinaire. Mais parfois, la vie nous réserve des surprises. » Les invités avaient ri, un peu gênés. J'avais retenu mon souffle et j'avais souri. Parce que c'est ce qu'on fait quand sa belle-mère annonce publiquement à une salle entière que son fils s'est contenté de la seconde meilleure option. Les jours se sont transformés en une boucle sans fin. Je courais entre l'hôpital et la maison, je cuisinais, je nettoyais, je faisais la lessive, je gérais les appels de la pharmacie et je m'efforçais de garder une voix calme et rassurante avec Nathalie pour qu'elle ne s'inquiète pas
outre mesure. Agnès restait à l'appartement, attendant des nouvelles comme une reine sur son trône, critiquant les diagnostics des médecins et arpentant le sol comme si elle était chez elle. Michael, lui, dormait la plupart du temps. Il était sous de puissants analgésiques, groggy et renfermé. Il hochait la tête quand je parlais, me serrait la main de temps en temps, mais il y avait en lui une lourdeur, un silence qui pesait sur nous deux comme une chape de plomb. Un matin, le docteur Lee m'a prise à part dans le couloir. Nous avons fait tout ce que nous pouvions sur le plan chirurgical, m'a-t-il dit avec une douceur infinie. Maintenant, tout est une question de rééducation, de mouvement, de stimulation nerveuse. J'aimerais vous recommander quelqu'un, un certain Arthur Blake. C'est un kinésithérapeute indépendant, mais il a fait des miracles dans des cas similaires à celui de votre mari. Il m'a tendu une carte de visite. J'ai longuement fixé le nom. Combien ça coûte ? Ai-je demandé, sachant déjà que la réponse serait difficile à entendre. Il n'est pas donné, mais il est le meilleur. Je ne vous le conseillerais pas autrement. Ce soir-là, j'ai abordé le sujet pendant ce qu'on pourrait appeler notre dîner. Une soupe réchauffée, au micro-ondes, et un silence pesant. Je pense qu'on devrait engager cet Arthur, ai-je dit. Le médecin a dit que c'était notre meilleure chance. Agnès a laissé échapper un ricanement méprisant. On n'a pas besoin d'un inconnu qui vient tripoter mon fils pour 1000 $ de l'heure. J'étais entraîneur de gymnastique, tu te souviens ? Je sais comment travailler le corps. Je peux l'aider moi-même. Avec tout le respect que je vous dois, Agnès, ai-je répondu, choisissant mes mots avec une prudence infinie, ce n'est pas une entorse de la cheville ou une correction de posture, c'est un traumatisme de la moelle épinière. Je l'ai mis au monde, a-t-elle rétorqué, ses yeux lançant des éclairs. Je sais ce dont son corps a besoin. Michael n'a rien dit. Il a simplement fixé son bol de soupe. Alors, j'ai pris la décision moi-même. J'ai appelé Arthur et j'ai pris rendez-vous pour la première séance. Il faudrait puiser dans nos économies, dans notre fonds d'urgence, dans le petit pécule que nous avions mis de côté pendant des années. Mais si cela signifiait que Michael avait une chance de remarcher, je dépenserais jusqu'au dernier centime. Arthur a commencé à venir 3 fois par semaine. Il était professionnel, gentil et méthodique. Il apportait du matériel, des dossiers, des plans d'exercice. Il poussait Michael, mais avec douceur, avec des encouragements constants. Agnès, elle, se tenait en arrière-plan à chaque visite, les bras croisés, marmonnant des commentaires acerbes comme « perte de temps » et « je vous l'avais bien dit », juste assez fort pour être entendu. 2 mois ont passé. Michael ne pouvait toujours pas marcher. J'étais à bout de force. Je vivais en apnée entre les séjours à l'hôpital, la gestion de l'appartement, les factures qui s'accumulaient, le gouffre grandissant dans nos économies et la nécessité de préserver les apparences au travail. Je m'effondrais de l'intérieur. J'avais maigri sans même m'en rendre compte. Mes yeux me piquaient en permanence à cause du manque de sommeil. J'avais mal au dos chaque fois que je me penchais pour lasser mes chaussures. Et pourtant, ce n'était jamais assez. Agnès était devenue une présence constante et critique dans la maison, scrutant, jugeant, pinaillant sur le moindre de mes faits et gestes. J'oubliais de plier les serviettes correctement. Je faisais trop cuire le riz. Mon ton était trop sec avec l'infirmière. Chacun de ces mots était une piqûre de moustique, infime, mais incessante et exaspérante. Et Michael, il ne parlait presque plus. Il ne me demandait jamais comment j'allais. Il ne prenait pas de nouvelles de Nathalie. Il ne remarquait pas que je restais de plus en plus tard à la pharmacie, juste pour voler quelques minutes de silence avant de rentrer affronter le chaos. Puis, un après-midi, en changeant les draps de son lit, je me suis penchée pour border le coin de la couverture et j'ai remarqué quelque chose qui dépassait de sous le sommier. Je l'ai attrapé et mes doigts se sont refermés sur une bouteille en verre. Du whisky, à moitié vide. Je me suis figée, le souffle coupé. Michael n'aimait même pas le whisky, du moins pas avant. Mes mains tremblaient lorsque je suis entrée dans le salon en la lui tendant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Michael n'a pas eu l'air surpris, juste infiniment fatigué. Ça aide à soulager la douleur. Il existe des médicaments pour ça, des médicaments prescrits, surveillés. Ce n'est pas suffisant.
j'ai dégluti avec difficulté. Tu bois en cachette, tu me mens. Ce n'est pas qu'une question de douleur, Michael, et tu le sais. Il a détourné le regard. Je suis restée là, le cœur battant à tout rompre, et pour la première fois, je me suis autorisée à dire ce que j'avais évité de penser. Si tu continues comme ça, je ne peux plus faire ça. Je ne resterai pas les bras croisés à te regarder te détruire. Je t'aime, mais je ne me noierai pas avec toi. Si rien ne change, peut-être qu'on a besoin de prendre nos distances. Il y eut un long silence, lourd et tendu. Puis, la voix d'Agnès a tranché l'air comme un fouet. Alors c'est ça? Tu abandonnes. Tu le quittes maintenant, alors qu'il a le plus besoin de toi. Quelle sorte d'épouse quitte son mari quand il est au plus bas? Je me suis tournée lentement vers elle, une froide colère montant en moi. Le genre d'épouse qui a tenu bon pendant que lui, il abandonnait, ai-je articulé, ma voix blanche. Mais même en prononçant ces mots, je ne savais pas si j'étais plus en colère ou simplement dévastée. Quelques jours après l'incident du whisky, le docteur Lee m'a de nouveau prise à part. Son expression était douce mais ferme. C'est le regard que les gens vous adressent quand ils s'apprêtent à vous dire quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Nous avons fait de bons progrès en thérapie, a-t-il commencé. Mais pour qu'il ait une chance de retrouver véritablement ses fonctions, Michael pourrait avoir besoin d'une opération de stabilisation vertébrale. L'efficacité n'est pas garantie à 100%, mais sans elle, ses chances de remarcher sont infimes. J'ai senti mon estomac se nouer. L'assurance prendra-t-elle en charge cette chirurgie? Il a hésité. Pas entièrement. Et les spécialistes impliqués, les soins post-opératoires, la rééducation en milieu hospitalier, tout cela a un coût très élevé. Je voulais juste être honnête avec vous. Il m'a donné un dossier rempli de recommandations et d'estimations de coûts. Je l'ai remercié, lui ai adressé un sourire poli et mécanique, puis je suis allée directement dans la cage d'escalier, la plus proche, et j'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. Nous n'avions pas cet argent, plus maintenant. Ce soir-là, après que Michael soit allé se coucher et qu'Agnès se soit terrée dans la chambre d'amis, regardant des rediffusions sur sa tablette, je me suis assise seule à la table de la cuisine et j'ai fait une liste. Nos dépenses, les factures, ce qui restait de nos économies. L'équation était impossible. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai commencé à chercher un deuxième emploi. Pas quelque chose de prestigieux, juste un travail tranquille, à temps partiel. Quelques heures le soir, peut-être le week-end, peu m'importait. Femme de ménage, mise en rayon, n'importe quoi qui payait en espèces ou par chèque hebdomadaire. Le lendemain, à la pharmacie, pendant ma pause déjeuner, une femme élégamment vêtue s'est précipitée au comptoir pour demander des analgésiques. Je lui ai tendu le flacon et, lorsqu'elle a levé les yeux pour me remercier, nous nous sommes figées toutes les deux. « Julia » a-t-elle dit en baissant ses lunettes de soleil de créateur. « C'est bien toi ?» Il m'a fallu une seconde, puis je l'ai reconnu. Derrière ses cheveux blonds impeccables et son blazer coûteux, c'était Harper. Nous étions au lycée ensemble. À l'époque, c'était la fille discrète avec ses taches de rousseur et son appareil dentaire. Maintenant, elle avait l'air de diriger la moitié de la ville. « Oh mon Dieu, Harper, je n'arrive pas à y croire !» Nous avons discuté un moment, le temps de ma pause. Elle m'a demandé des nouvelles de Michael et je lui ai donné la version officielle et édulcorée de l'accident. Puis, elle m'a surprise. Je gère un hôtel-boutique dans le centre-ville. Notre personnel de nettoyage a beaucoup de turnover. Ce n'est pas très glamour, mais le salaire est correct et les horaires sont flexibles. Ça pourrait t'intéresser? J'ai hoché la tête avant même qu'elle n'ait fini sa phrase. Oui, ça m'intéresse beaucoup, vraiment. Super, passe demain, je te ferai visiter. Je n'ai rien dit à Michael ni à Agnès. J'ai juste mis une paire de baskets dans mon sac, j'ai enfilé une tenue de travail après mon service à la pharmacie et j'ai commencé à cumuler les 2 emplois. Parce que si personne d'autre ne pouvait le sauver, alors c'est moi qui le ferais. C'était mon 10e jour consécutif de travail sans la moindre pause. J'avais terminé mon service à la pharmacie à 16 heures, je m'étais changée dans les toilettes du personnel, j'avais avalé une barre de céréales en guise de dîner et j'étais partie directement à l'hôtel.
J'avais mal aux pieds, le bas de mon dos me lançait, et il me restait encore 6 chambres à nettoyer, avant même de pouvoir penser à rentrer chez moi. Ina, la superviseure, m'avait envoyé un texto plus tôt. Tu es au 3e étage ce soir, chambre 307 à 312. Le 3e étage était toujours le pire. Des voyageurs d'affaires, des suites plus chères et 2 fois plus de désordre. Mais je ne me plaignais pas. J'avais besoin de ces heures. La chambre 310 était tout au bout du couloir. J'ai frappé 2 fois. Femme de ménage. Pas de réponse. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai passé la carte magnétique. La porte s'est ouverte en silence. Je suis entrée, traînant le lourd chariot derrière moi, prête à entamer ma routine habituelle, défaire le lit, vider les poubelles, vérifier le minibar, mais je me suis arrêtée net. Là, debout près de la fenêtre, se tenait Michael, mon mari, debout. Pas dans un fauteuil roulant, ne luttant pas pour son équilibre, ne s'accrochant à rien. Il était debout, il marchait, il se déplaçait avec une aisance parfaite. Et il n'était pas seul. Une jeune femme blonde, la vingtaine à peine, avec des jambes de mannequin et vêtue d'une robe de soie qui épousait ses formes, lui entourait les épaules de son bras. Elle riait de quelque chose qu'il venait de dire. Il lui souriait en retour. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Il y avait une bouteille de champagne dans un seau à glace sur la table basse. Aucun d'eux ne m'a remarqué immédiatement. J'étais figée dans l'embrasure de la porte, mes mains crispées sur la poignée du chariot, comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. L'espace d'une seconde, j'ai cru que j'hallucinais, que c'était un cauchemar éveillé provoqué par l'épuisement. Puis, Michael s'est retourné. Son sourire s'est évanoui, remplacé par une expression de panique. Julia, mon nom, prononcé par sa voix, m'a ramené brutalement à la réalité. Je n'ai rien dit, je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. Je me suis juste retournée et je suis sortie aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Le souffle coupé, ma poitrine se serrait à chaque pas, me faisant horriblement mal. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. L'ascenseur mettait trop de temps à arriver. Alors j'ai dévalé les escaliers de service, 4 à 4, j'ai traversé le hall luxueux sans voir personne et je me suis retrouvée dans la rue. Il faisait nuit maintenant. L'air était plus froid que dans mes souvenirs. Et c'est ainsi que la pire nuit de ma vie a commencé. Je n'ai pas pu aller bien loin. À peine un pâté de maison plus loin, je l'ai entendu derrière moi, sa voix m'appelant, ses pas s'accélérant. « Julia, attends, s'il te plaît, attends !» Je me suis arrêtée, non pas parce que je le voulais, mais parce qu'une partie de moi, masochiste, avait besoin d'entendre le genre de mensonge qu'il allait pouvoir inventer cette fois. Il est arrivé à ma hauteur en trottinant, légèrement essoufflé, mais parfaitement fonctionnel. Pas de canne, pas d'attelle, pas la moindre boiterie. Juste un homme qui, pendant des mois, avait fait semblant d'être brisé. « S'il te plaît, a-t-il répété. Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai dévisagé, le regard vide de toute émotion. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu marches parfaitement dans une chambre d'hôtel, enlaçant une autre femme. Il a levé les 2 mains, comme un policier tentant de désamorcer une situation de confrontation. D'accord, je sais à quoi ça ressemble, mais ce n'était pas pour elle. J'ai ri. Un rire bref, amer, qui m'a écorché la gorge. Ce n'est pas elle qui compte? Non, enfin si, mais pas de cette façon, a-t-il bafouillé. Il s'est rapproché, sa voix baissant d'un ton, se voulant confidentielle. J'avais juste besoin de savoir si tu m'aimerais encore, si tu resterais. J'avais peur, Julia, peur que si je ne pouvais plus jamais marcher, tu finirais par partir. J'ai cligné des yeux, incrédule. Alors, tu m'as laissé croire que tu étais paralysée? Tu m'as laissé prendre soin de toi, prendre un 2e emploi, tout abandonner, juste pour me tester? Il a tressailli. Arthur nous a aidés plus que je ne l'imaginais. Je pouvais remarcher depuis des semaines, mais je n'étais pas prêt à te le dire. Je pensais que si je te le disais trop tôt, tu partirais peut-être quand même. J'avais besoin d'être sûre. J'ai secoué la tête, la bouche sèche de dégoût. Et la fille? Il a baissé les yeux. Alissa,
C'est la fille de mon ancien patron. J'essayais de récupérer mon travail. Elle a proposé de parler à son père en mon nom. C'est tout. C'est tout? Elle était pratiquement suspendue à ton cou. C'est sa façon d'être, a-t-il murmuré. Je n'ai rien fait. Tu n'avais pas besoin de le faire, ai-je chuchoté. Tu en avais déjà fait assez. La douleur ne résidait pas seulement dans la liaison potentielle, réelle ou non. C'était la trahison fondamentale de la confiance, la manipulation, le calcul froid. Le fait que pendant que je nettoyais les sols d'un hôtel pour payer une opération chirurgicale, il n'en avait plus besoin depuis longtemps. Il jouait avec mon cœur, ma vie, et souriait en le faisant. De retour à la maison, je tremblais de toute la rage que je n'avais pas exprimée. La dispute que je pensais avoir avec Michael, une dispute sur la trahison, l'humiliation, sur l'insignifiance dans laquelle il m'avait plongé, brûlait sous ma peau. J'ai franchi la porte, prête à hurler, mais mon téléphone a sonné avant même que je puisse enlever mon manteau. C'était Nathalie. Chérie, ai-je répondu immédiatement. Elle pleurait. Je pouvais l'entendre dans son souffle saccadé. Maman, a-t-elle sangloté. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Mon cœur s'est serré. Toute ma colère contre Michael s'est évaporée, remplacée par une inquiétude pure. Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur? Dis-moi. Je suis enceinte, a-t-elle lâché dans un souffle brisé, et je ne veux pas l'être. Je me suis laissée tomber sur le bord du canapé. Oh, chérie, je ne sais pas quoi faire, a-t-elle poursuivi. Max a peur, j'ai peur, on est encore à l'université. C'est le pire timing possible. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. J'ai fermé les yeux, serrant le téléphone plus fort. Tu n'as rien gâché, ai-je dit d'une voix la plus douce possible. Tu as juste besoin de respirer. On va trouver une solution, ensemble. J'ai pensé à tout arrêter, a-t-elle admis dans un murmure. Je sais que ça a l'air horrible. Non, l'ai-je interrompu doucement. Ça n'a pas l'air horrible, ça a l'air honnête. Mais ne prends pas cette décision toute seule. Laisse-moi venir te voir. On en parlera face à face. Il y eut une pause. Vraiment? Je serai là demain. On trouvera une solution. Et écoute-moi, Nat. Si tu décides de garder ce bébé, je serai là. Je t'aiderai. Tu ne seras pas seule dans cette épreuve. Elle a pleuré plus fort cette fois, mais c'était un pleur de soulagement. Et à cet instant précis, j'ai senti quelque chose basculer en moi. J'avais passé des mois à essayer de sauver un homme qui ne voulait pas être sauvé. Et j'avais complètement oublié que j'avais déjà quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. Quelqu'un qui avait besoin de moi, qui me faisait confiance, qui croyait encore en moi. Ce soir-là, après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai fait ma valise. J'ai laissé une lettre sur la table de la cuisine. Brève, directe, définitive. J'ai écrit à Michael que je demandais le divorce, que je ne le détestais pas, mais que je ne savais plus qui il était, et que je refusais de continuer à vivre dans une maison bâtie sur des mensonges. Je ne me suis pas retournée. 2 semaines plus tard, j'ai déménagé dans une petite ville tranquille, pas trop loin du campus de Nathalie. Juste assez loin pour lui laisser son espace, mais assez près pour être là quand elle aurait besoin de moi. Avec l'argent du divorce, le peu qu'il restait après les frais d'avocat et les factures d'hôpital, j'ai acheté un modeste 2 pièces au 2e étage d'un vieil immeuble en briques. Les murs étaient man fins. La plomberie grinçait à chaque fois que je faisais couler l'eau chaude. Mais il y avait un petit balcon qui captait le soleil du matin, et le salon sentait la peinture fraîche et le renouveau. Nathalie est venue s'installer avec moi pour les derniers mois de sa grossesse. Nous avons cuisiné ensemble, plié des vêtements de bébé minuscules et parlé de tout, de ses peurs, de ses espoirs, de la douleur profonde que nous portions toutes les deux. Certaines nuits, nous avons pleuré, d'autres, nous avons ri jusqu'à en avoir mal au ventre. Et lentement, doucement, quelque chose a commencé à guérir en nous deux. Quand le bébé est enfin arrivé, c'était un après-midi pluvieux de fin mars. Je lui ai tenu la main pendant les contractions, lui murmurant des encouragements entre chaque respiration. Et lorsque le médecin a placé ce petit garçon frétillant sur sa poitrine, j'ai cru que mon cœur allait se briser de tant d'amour. Elle l'a appelé Elijah.
2 jours plus tard, ils sont sortis de l'hôpital et je les ai ramenés à la maison. Ce matin-là, debout près de la fenêtre de mon nouvel appartement, je berçais Elijah dans mes bras. Il était chaud, doux et incroyablement petit. Dehors, la pluie avait enfin cessé. Un pâle soleil filtrait à travers les fins rideaux, projetant une brume dorée sur la pièce. Nathalie dormait dans la chambre voisine, épuisée mais paisible. Et moi? Je n'étais plus en colère, je n'avais plus peur, je ne portais plus le poids de la trahison de Michael, ni de la cruauté d'Agnès. Je ne pleurais plus ce que j'avais perdu. J'apprenais à aimer ce que j'avais trouvé. J'ai regardé mon petit-fils, son petit visage serein, et un verset ancien m'est revenu à l'esprit, un verset auquel je n'avais pas pensé depuis des années, un verset dont je ne savais même pas que je me souvenais. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Je l'ai murmuré doucement, presque pour moi-même. Et pour la première fois depuis une éternité, j'ai souri. Et ce sourire était sincère. Ce n'était pas une fin de conte de fées, ce n'était pas parfait, c'était simplement la vie qui continuait, et cela me suffisait.